One in every 5 women lives with a disability. Une femme sur 5 vit avec un handicap, soit plus de 700 millions de femmes et de filles handicapées dans le monde. Les femmes et les filles vivant avec un handicap sont 3 fois plus exposées au risque d'agression sexuelle et 2 fois plus susceptibles de subir d'autres formes de violence que les femmes non handicapées. Au quotidien, la stigmatisation, la discrimination et les normes sexistes néfastes exposent les femmes et les filles vivant avec un handicap à des formes de violence croisées. In 2018, the En UN 2018, le Fonds d'affectation spéciale des Nations unies a lancé le guichet spécial de financement pour soutenir la société civile et les organisations de défense des droits des femmes qui travaillent à mettre fin à la violence contre les femmes et les filles vivant avec un handicap. Au cours de la fenêtre de financement entre 2018 et 2020, plus de 28 500 femmes et filles handicapées ont directement bénéficié de projets financés par le Fonds fiduciaire des Nations unies. Rien qu'en 2022, les organisations bénéficiaires du fonds ont changé la vie de plus de 14 000 femmes et filles vivant avec un handicap en menant diverses initiatives allant de la prévention au maintien et à l'amélioration de la qualité des services de soutien spécialisés en passant par des changements institutionnels. Je me suis beaucoup épanoui dans cette organisation. J'ai également partagé le message avec d'autres femmes. J'ai encouragé une fille à s'exprimer et à se battre pour ses droits. L'un des résultats les plus importants a été la visibilité de la situation des femmes handicapées au Pérou devant le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. L'un des résultats les plus importants pour la société Stars of Hope est nous avons mené une enquête auprès de 650 femmes handicapées afin d'évaluer leurs besoins pendant la crise du COVID-19. Le rôle de la société civile et des organisations de défense des droits des femmes dans la garantie de la sécurité, de la dignité et de la liberté des femmes et des filles vivant avec un handicap est indéniable. Mais seule une action collective peut apporter des solutions systémiques. Rejoignez le Fonds d'affectation spéciale des Nations unies en soutenant et en renforçant collectivement les organisations qui mènent des changements transformateurs par et pour les femmes et les filles, dont les voix méritent d'être entendues et dont la participation est essentielle à la réalisation des objectifs de développement durable. Rejoignez-nous pour ne laisser aucune femme ou fille de côté, ni aujourd'hui, ni jamais. Merci beaucoup pour cette vidéo inspirante. J'aimerais accueillir tout le monde. Bonjour, bon après-midi, peut-être bonsoir à tous ceux d'entre vous qui sont ici en présentiel ainsi qu'en ligne. Je suis Abigail Erickson et je suis chef du Fonds d'affectation spéciale et je suis très heureuse, encore une fois, de vous accueillir aujourd'hui pour notre webinaire. Cet webinaire est organisé dans un format hybride, à la fois en personne pour les participants qui sont en ville pour assister à la première réunion post-Covid en personne de la CSW 67. Et bien sûr, beaucoup d'entre vous sont en ligne qui n'ont pas pu voyager, se rendre à New York aujourd'hui. C'est vraiment merveilleux de voir autant de monde dans la salle ensemble et je dirais, je suis sûr que beaucoup d'entre vous seront d'accord que nous sommes reconnaissants à la technologie parce qu'une chose que le COVID a fait pour nous, c'est nous a rapprochés de la technologie qui nous aide à franchir les fuseaux horaires et les géographies, nous permettant ainsi de rester plus connectés que jamais. Je suis responsable de l'ordre du jour et des rappels. Donc, tous les participants qui nous rejoignent en ligne sont mis en sourdine afin d'éviter des problèmes audio pendant la présentation. N'hésitez pas à utiliser la fonction questions-réponses ou le chat pour envoyer vos commentaires. Veuillez noter que la réunion est enregistrée et pourra être utilisée à des fins de communication externe. Et nous allons également tweeter en direct pendant l'événement. Vous nous trouverez à l'adresse @UNTrustFund EVAW où nous pouvons poursuivre la conversation au-delà de ce webinaire. Donc, notre objectif pour la réunion d'aujourd'hui est de créer une plateforme au cours du rassemblement annuel le plus important que représente la CSW pour les défenseurs de l'égalité des sexes dans tous les secteurs et dans le monde entier,
afin d'exprimer les demandes des organisations qui travaillent avec et pour les filles et les femmes handicapées. Permettez-moi de dire que le Fonds d'affectation spéciale reconnaît la force, l'expertise et les perspectives des femmes et des filles vivant avec un handicap. Et nous sommes engagés à inclure et à respecter le principe selon lequel aucune femme ou fille ne doit être laissée de côté, ni aujourd'hui, ni aucun autre jour, comme le dit si bien la vidéo. Ce webinaire est vraiment l'occasion d'avoir une conversation ouverte entre les organisations de la société civile partenaire, les organisations de défense des droits des femmes et de partager les enseignements tirés de votre travail pour autonomiser les femmes et les filles vivant avec un handicap. Et en même temps, c'est une opportunité pour nous ici au fond de partager nos réflexions et notre position dans cet espace. Comme toujours, nos enseignements s'appuient sur les voix, les connaissances et l'expertise de la société civile et des organisations de défense des droits des femmes qui œuvrent pour que toutes les femmes et les filles puissent vivre à l'abri de la violence. La vidéo que nous avons visionnée lors de l'ouverture donne un petit aperçu de la réalité complexe des barrières structurelles auxquelles sont confrontées les femmes et les filles avec un handicap. Et je pense que cette vidéo inspirera la résilience et la créativité pour briser tout en construisant un monde meilleur et plus sûr pour toutes les femmes et les filles. J'espère que les récits des panélistes aujourd'hui et des chercheurs nous donneront des nouvelles raisons d'espérer, ainsi que des idées et des outils concrets pour élaborer des stratégies de résistance et de solidarité. J'ai donc hâte d'entendre mes chers collègues et les intervenants. Je passe maintenant la parole à ma collègue Anna, qui présentera une introduction plus générale et qui animera ce webinaire. Merci Abby et bienvenue aux collègues présents dans la salle et à ceux qui sont en ligne et une bienvenue particulière à nos formidables intervenants aujourd'hui. Je suis Anna Alajewski, gestionnaire intérimaire des subventions et des programmes pour le Fonds FIDUS et je suis également responsable de l'inclusion du handicap et de l'intersectionnalité au sein du Fonds. J'aimerais commencer par dire quelques mots sur le travail du Fonds d'affectation spéciale dans ce domaine. Le Fonds finance depuis longtemps des projets visant à mettre fin à la violence à l'encontre des femmes et des filles handicapées, mais ces dernières années, nous sommes engagés dans des efforts plus intentionnels pour donner la priorité à l'acquisition de fonds aux femmes et aux filles confrontées à la violence et à la discrimination en raison de l'intersection de leurs identités. À cet égard, nous sommes attachés à faire en sorte que nos subventions soient plus inclusives en accordant la priorité aux projets qui adoptent une approche intersectionnelle. Toutefois, le Fonds d'affectation spéciale s'est également concentré sur des intersections spécifiques ou des groupes spécifiques de femmes et de filles à un moment et dans un lieu donné lorsqu'un besoin est identifié. Comme le dit la vidéo, en 2018, en reconnaissance de l'insuffisance chronique de cette question et des risques particuliers et supplémentaires auxquels sont confrontées les femmes et les filles handicapées, le Fonds a lancé son guichet spécial pour financer des projets dans ce domaine. Depuis, il a financé 22 projets triennaux axés sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles handicapées dans 20 pays et dans toutes les régions du monde pour un montant de près de 10 millions de dollars. Bien qu'ils aient été sélectionnés à l'issue d'un processus concurrentiel, un large éventail de stratégies a été utilisé dans le cadre des différents projets, qu'il s'agisse d'un travail d'autonomisation avec des femmes individuelles, d'un travail visant à modifier les normes sociales, améliorer l'accès à la justice et aux services pour les femmes et les filles handicapées, à soutenir la création de mouvements plus inclusifs ou à modifier des lois et des politiques, ce qui offre un vaste champ d'apprentissage. Ces projets sont tous presque arrivés à leur terme et je suis ravi que nous soyons ici aujourd'hui pour lancer un rapport sur les enseignements tirés de ces projets. Ce rapport est en fait le premier d'une série de 3 qui seront lancés cette année par le Fonds et qui parle de notre parcours d'apprentissage en matière d'inclusion du handicap et d'intersectionnalité. Dans notre programme d'aujourd'hui, nous entendrons une vue d'ensemble des conclusions de cet examen et nous entendrons également les organisations partenaires qui ont été financées dans le cadre du guichet spécial pour réfléchir à la façon dont ces questions ont été soulevées dans leur propre projet. Nous aurons également un peu de temps pour des questions et réponses en ligne et dans la salle. N'hésitez pas à ajouter vos questions et vos commentaires dans le chat à tout moment de l'événement. Et si le temps le permet, nous y reviendrons lorsque nous aurons entendu les intervenants.
Je suis ravi de présenter ces intervenants. Tout d'abord, nous avons Jackie Bartenguet, qui est coordinatrice de projet chez Women Challenge to Challenge, une organisation de femmes handicapées au Kenya. Jackie a réalisé un travail remarquable en mobilisant les femmes handicapées et en leur donnant les moyens de s'informer sur leurs droits et en plaidant pour leur inclusion dans les mouvements de défense des droits des femmes et des personnes handicapées au niveau local et international. Kefa Abou-Ghosh nous rejoint en ligne aujourd'hui. Elle est directrice exécutive de la Stars of Hope Society for the Empowerment of Women and Girls with Disability, la seule organisation en Palestine qui représente et défend les droits des femmes et des filles handicapées. Kefa est un acteur clé et un membre actif de différents forums et réseaux. Biplapi Shrestha est directrice de programme à l'Asian Pacific Resource and Research Center for Women, ou ARO. ARO est une organisation féministe du Sud global basée en Malaisie qui œuvre en faveur d'un monde égal, juste et équitable qui permette aux femmes et aux jeunes d'exercer pleinement leurs droits en matière de santé sexuelle et génétique. Biplapi gère le programme multi-pays d'ARO qui crée des groupes d'intérêt avec de nouvelles alliances pour développer la connaissance et l'appropriation des questions de genre, de féminisme, de santé, de droits sexuels et reproductifs. Également avec nous aujourd'hui est Aníbal Cabra Echeverría, qui est le directeur exécutif de Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, un réseau de 30 organisations de la société civile qui défendent, promeuvent et surveillent les droits de l'enfance au Paraguay. Enfin, en ligne, nous avons la docteure Elisabeth Roux, ou Lisa. Lisa est une chercheuse sud-africaine qui a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine du développement international. À ce jour, elle a mené à bien une série de projets d'évaluation et de recherche formative dans 24 pays sur 4 continents, en se concentrant particulièrement sur la violence à l'égard des femmes et des filles, l'égalité entre les sexes, la participation des femmes et le rôle important de la religion et de la culture. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue et je remercie les personnes présentes dans la salle et en ligne. Je vais maintenant passer la parole à Lisa pour commencer notre programme. Lisa, ensemble avec le Dr Palm, est auteur de la Synthesis Review qui a été co-créée avec des partenaires du Fonds. Nous allons maintenant entendre Lisa qui nous présentera des résultats clés de l'examen synthétique. Lisa, la parole est à vous. Merci beaucoup, Ada, et bonjour à tout le monde. Merci pour cette occasion de vous présenter un aperçu de la recherche de l'examen de synthèse que j'ai effectué avec ma collègue, le docteur Célina Palm. Passons à la diapositive suivante, je vous en prie. Vous pouvez voir sur cette carte l'ensemble des 22 bénéficiaires de recherche et ils ont été centrales à notre processus de recherche et nous n'aurions pas pu le mener à bien sans eux. Donc, un grand merci à tous les 22. Peut-être pour vous donner un peu une idée des 22 organisations, 4 sont identifiées comme des organisations spécialisées dans le handicap, 3 comme des organisations de défense des droits de la femme, 5 comme des organisations de femmes handicapées, une comme organisation confessionnelle, une comme organisation de défense des droits de l'homme et une comme un réseau de défense des droits de l'enfant. 16 bénéficiaires ont inclus tous les types de handicap, tandis que d'autres se sont concentrés sur un handicap particulier. Prochaine diapositive. Alors, je vais aborder les 5 thèmes qui se sont dégagés de l'examen, les thèmes clés. Bien que ces thèmes seront discutés séparément, ils sont aussi profondément liés, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors, si vous regardez l'écran, et c'est une représentation assez détaillée, je vous invite à lire le rapport. Le portefeuille nous a montré que les interventions qui s'adressent aux violences contre les femmes et les filles handicapées doivent se centrer sur l'agence et la participation des femmes. Et cette participation et cette autonomisation est un environnement global dans lequel les 4 autres éléments se retrouvent ou non. Les 4 autres éléments sont un apprentissage et une adaptation flexible, prioriser les collaborations, engager les systèmes judiciaires et politiques
et changer les attitudes. Si l'action et la participation des femmes handicapées forment l'environnement qui permet aux 4 autres éléments d'être les plus efficaces, ces 4 éléments renforcent à leur tour l'action et la participation des femmes et des filles handicapées. Donc, il y a une certaine mutualité. Mais permettez-moi maintenant de donner un aperçu de ces 5 thèmes clés interconnectés qui ont été utilisés pour structurer ce rapport. Le premier thème est la collaboration. Et la collaboration est apparue comme un élément crucial pour la réussite des programmes de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des enfants et pour travailler aux intersections difficiles du genre des handicaps et de la violence. Donc, des partenariats formels et informels opérant au niveau local, national et international étaient nécessaires pour demander, obtenir et mettre en œuvre une subvention du fonds. Et différents types de collaborations sont apparus parmi les 22 projets. Mais ce que nous avons vu, c'est l'importance des partenariats avec les organisations locales de personnes handicapées. Ils ont joué un rôle crucial dans la mise en œuvre du projet, car ces organisations avaient déjà des liens étroits et une bonne implantation dans les communautés ciblées. En outre, leur capacité à influencer la compréhension du handicap par d'autres partenaires est d'une importance capitale, non seulement en termes de cycle de vie financé, mais aussi à plus long terme. Ils influencent les partenaires à reconnaître l'importance de l'intégration des personnes handicapées à plus long terme. Prochaine diapositive. Le deuxième thème clé, c'est celui du rôle clé qu'ils ont joué dans le changement d'attitude et la manière dont les femmes et les filles avec un handicap sont vues. Que ce soit au niveau national, politique ou au niveau local. La réalité reste que la violence contre les femmes et les filles reste souvent invisible ou ignorée. Et en résultat, les bénéficiaires ont vraiment dû travailler pour changer ces attitudes et ce déni. Et ils l'ont fait de 4 manières principales. Tout d'abord, en sensibilisant à la nature et à l'ampleur des violences spécifiques subies par les femmes et les filles handicapées. Deuxièmement, en transformant les mentalités des groupes spécifiques au sein de la société, travaillant avec la police, par exemple. Troisièmement, en facilitant l'évolution vers de nouveaux paradigmes liés au handicap. Et quatrièmement, en produisant et en diffusant de nouvelles ressources de connaissances. Prochaine diapositive. Donc, ici, nous parlons de la participation. Et la participation a été identifiée par les bénéficiaires comme particulièrement pertinente pour les femmes et les filles handicapées qui sont non seulement laissées pour compte dans le travail de développement, mais elles sont également fréquemment exclues des activités et des discussions quotidiennes au sein de la communauté. Donc, la participation significative des femmes et des filles handicapées à la conception et à la mise en œuvre du programme s'est avérée précieuse pour améliorer d'autres stratégies adoptées par leur programme. Cependant, cette participation a également contribué à l'objectif final, souhaité de mettre fin à la violence en rencontrant les stigmates sociaux sous-jacents, tels que le manque perçu d'action, de capacité à participer ou de statut social inférieur des femmes et des jeunes filles handicapées, qui sont souvent à l'origine de formes de violence à l'égard de ces femmes et de filles. Ensuite, nous avons vu que l'engagement au niveau des systèmes plus larges autour des lois et des politiques est apparu comme une composante importante du travail de nombreux bénéficiaires. Nous avons identifié 4 niveaux principaux d'engagement au niveau des systèmes en matière de lutte contre la violence à l'égard des femmes dans l'ensemble du portefeuille. Premièrement, plaider en faveur de lois et de politiques nouvelles ou modifiées au niveau national. Deuxièmement, de travailler à l'harmonisation des réglementations juridiques existantes et des politiques gouvernementales avec les nouvelles lois. Troisièmement, de renforcer les capacités des responsables statutaires tels que la police ou le personnel. Et 4, de fournir un accompagnement juridique aux individus. Mais ce que nous avons vraiment vu, c'est que beaucoup de bénéficiaires ont travaillé de manière simultanée aux 4 niveaux différents. Ça a vraiment démontré
comment ces stratégies au niveau des systèmes se recoupent souvent dans la pratique. Alors, les participants ont insisté sur le fait que le travail sur les handicaps impliquait l'émergence constante de nouvelles connaissances et de nouveaux points de vue, et cela nécessitait des adaptations programmatiques. Donc, les bénéficiaires apprenaient donc en permanence et adaptaient leur programme de différentes manières. Et bien sûr, l'un des principaux défis qui a conduit à cette adaptation a été bien sûr le COVID-19, qui a demandé encore plus d'adaptation. Un enseignement clé tiré de ces adaptations sont les suivants. Un projet travaillant avec des femmes et des filles souffrant de divers handicaps ne peut pas planifier trop longtemps à l'avance sans risquer de faire des hypothèses stéréotypées ou inexactes sur ce que les bénéficiaires handicapés du projet veulent et exigent. Deuxièmement, pour que des adaptations soient appropriées et pertinentes, des processus de suivi, d'évaluation et de responsabilité et d'apprentissage solides sont nécessaires. Troisièmement, une adaptation agile est rendue possible par une bonne communication entre les partenaires de mise en œuvre, mais aussi entre les bailleurs de fonds et les bénéficiaires. Et quatrièmement, les défis imprévus peuvent en fait conduire à l'amélioration de la programmation et des organisations. Prochaine diapositive. Donc, voilà les 5 thèmes clés qui sont ressortis et je vous prie d'étudier le rapport où vous verrez plus d'exemples enrichissants. Alors, si nous réfléchissons au guichet spécial dans son ensemble, nous avons identifié 5 contributions précieuses qui en ont résulté. Tout d'abord, le guichet spécial est arrivé à un moment opportun. Il a contribué à l'élan général autour de la ratification de la Convention sur les droits des personnes handicapées et nous a aidé à traduire ces changements politiques mondiaux de haut niveau en réalité positive et pratique pour les femmes et les filles handicapées dans les contextes locaux. En outre, lorsque le COVID a frappé, le guichet spécial était dans une position unique pour équiper tous les bénéficiaires de subventions afin qu'ils puissent réagir rapidement et de manière spécifique. Deuxièmement, le financement proposé par le biais du guichet spécial a offert à de nombreux bénéficiaires du programme une occasion unique de poser leur candidature et se qualifier pour un financement. La nature flexible du financement a également permis aux bénéficiaires de s'adapter à l'évolution de leur compréhension des besoins des femmes et des filles handicapées. Troisièmement, le guichet spécial a permis le développement rapide d'une meilleure compréhension et de données contextuelles sur les programmes de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles handicapées, ainsi qu'un répertoire durable de programmes d'études, d'outils et de matériel spécifiques au handicap. Donc, de prendre une approche inclusive où la tension entre se concentrer uniquement sur un type de handicap contre travailler avec des femmes et des filles avec n'importe quel type de handicap. Donc, le guichet spécial a permis de mettre en exergue ces tensions et de nous montrer que nous avions besoin de plus de recherche pour une meilleure compréhension. Quatrièmement, le guichet spécial a financé la création d'un mouvement de base pratique autour de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles. Ainsi, et finalement, la réflexion sur les expériences des bénéficiaires du guichet spécial a mis en lumière un certain nombre de tensions difficiles qui peuvent émerger lorsqu'on travaille à l'intersection spécifique entre les handicaps. Il nous faut reconnaître la violence contre les femmes et les filles handicapées comme une forme de violence envers les femmes et les filles, mais également tirer pratiquement de l'expertise et des contributions d'organisations de personnes handicapées. Notez également qu'il y a 11 recommandations basées sur ces enseignements. Je n'ai pas le temps d'en parler actuellement, mais nous concentrons sur 3 groupes principaux. Le secteur de la lutte contre les violences faites aux femmes, 2, les bailleurs de fonds, et 3, la communauté de recherche sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Et finalement, merci à tout le monde au Fonds d'affectation spéciale pour m'avoir permis d'effectuer ces recherches pour vous et pour l'occasion d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Lisa.
Merci beaucoup pour ce travail sur l'examen de synthèse et pour cette synthèse intéressante qui nous aide à comprendre les enseignements principaux. Nous allons maintenant entendre les partenaires bénéficiaires qui vont nous parler de leur propre projet. Jackie, à vous. Votre projet se concentre sur la réduction de la violence et par les activités de votre projet, vous visez à développer les capacités des femmes et des filles handicapées à jouer différents rôles dans la mise en œuvre des projets à différents niveaux. En résultat, nous avons vu que les femmes et les filles qui travaillent avec vous se sentent plus autonomisées. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les résultats obtenus et sur la manière dont la participation des femmes et des filles handicapées à la mise en œuvre du projet à ces différents niveaux a été déterminante pour leur obtention? Merci, merci. Je dois dire que le projet a eu un impact important sur la confiance des femmes et des jeunes filles handicapées. La confiance est peut-être difficile à mesurer, mais la proximité que nous avons eue avec ces femmes au fil des ans nous a permis de voir l'évaluation des connaissances et des informations des femmes, ce qui se traduit par la confiance et par l'action. Le succès devant les tribunaux que nous avons eu dépend vraiment des connaissances des femmes handicapées en ce qui concerne leurs droits. Nous avons vu des améliorations dans l'obtention des preuves et leur confiance en elles pour pouvoir s'exprimer devant les tribunaux, faute de quoi les affaires ne seraient pas portées devant les tribunaux même. La confiance est également très importante parce que les femmes handicapées sont 4 fois plus susceptibles d'être victimes d'abus. Elles ont vécu la majeure partie de leur vie dans la stigmatisation et la discrimination en raison de leur handicap. Leur niveau de confiance est donc très bas au départ. Et c'est là le point de départ de notre projet. Je vais vous donner l'exemple de Teresa, qui est une femme handicapée physique du comté de Baringo, que nous avons vu gagner en confiance au cours de la durée du projet. Teresa subissait des violences physiques de la part de son mari et elle pensait qu'il était normal d'être battue par son mari et qu'il s'agissait vraiment d'une expression d'amour. Mais maintenant, aujourd'hui, Teresa est une femme autonome qui peut s'exprimer et revendiquer ses droits. Elle a signalé les violences à la police et a pris la décision de se séparer de son mari. Teresa est désormais une championne des questions de handicap dans le comté de Baringo. Un autre exemple est celui de Sheila, qui est l'une de nos partenaires de base dans le comté de Migori, qui a vraiment apporté son soutien dans le suivi des cas de violence dans le comté. Elle est maintenant capable de suivre les affaires juridiques ensemble avec les partenaires. Nous avons également les prestataires de services avec lesquels nous avons travaillé, qui ont vu la nécessité de travailler ensemble pour prévenir et répondre à la violence en adoptant une approche multisectionnelle. Les partenaires locaux font un travail incroyable en suivant des cas de violence et il est nécessaire de les soutenir davantage avec des ressources pour qu'ils puissent le faire plus efficacement en temps voulu. Sheila et les autres ont fait un travail incroyable et il nous faut leur apporter encore plus de soutien et plus de ressources parce que ce sont elles qui vont et viennent pour atteindre les défenseurs des droits des femmes dans les endroits les plus reculés, que ce soit les agents de police et pour réunir les éléments de preuve nécessaires pour les affaires juridiques. Donc, ces femmes sont là pour s'assurer qu'elles suivent ces cas jusqu'à ce qu'elles arrivent aux tribunaux. Encore une fois, la stratégie que nous leur avons donnée pour travailler avec les fournisseurs de services les a aidés à faire avancer les affaires juridiques. Encore une fois, je le dis, il faut soutenir ces partenaires locaux dans les endroits les plus reculés parce que nous avons vu que sinon, les cas ne sont pas poursuivis en justice. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jackie, d'avoir partagé ces récits vraiment qui sont une source d'inspiration pour nous. Il est vraiment très intéressant de voir la confiance de ces femmes et de ces filles qui s'accroît et cela témoigne de l'impact de ce travail. Kefa, maintenant à vous.
Votre projet a été mis en œuvre en Cisjordanie, à Gaza, pour améliorer l'accès aux services multisectoriels essentiels, sûrs et adéquats pour les femmes et les filles en situation de handicap. Une partie essentielle du projet, c'était un certain nombre de partenariats formels et informels avec les législateurs, les familles des femmes et des filles en situation de handicap, des organismes de recherche et ainsi de suite. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ces partenaires étaient importants? En quoi ils ont contribué à l'objectif global et quelle sorte de travail doit être fait sur le terrain pour y arriver? À vous, Kafa. Merci à vous et au Fonds d'affectation spéciale, à toute l'équipe qui m'ont donné la possibilité de parler de mon expérience. Avant de commencer, il est important d'expliquer que les systèmes et voies et les mécanismes en Palestine sont multisectoriels, car il y a différents acteurs étatiques et non étatiques qui fournissent des services. Et il y a également un système d'orientation national pour les femmes en situation de handicap. Le système d'orientation nationale fait appel à des acteurs nationaux, notamment dans le secteur du développement social, des affaires des femmes et le secteur de protection des familles de la police et le secteur de la justice. Il y a différentes étapes préliminaires à suivre avant de commencer le travail sur le terrain, notamment, par exemple, l'analyse de contexte, la collecte de connaissances et de données en rapport avec la violence à l'égard des femmes et des filles en situation de handicap, afin de comprendre la situation de la violence à leur égard. Il y a également le lobbying, la sensibilisation, les fournisseurs de services de lutte contre la violence, afin qu'ils comprennent et adoptent les principes d'inclusion. Cela est très important pour pouvoir changer les mentalités et susciter cette volonté d'agir au niveau institutionnel de manière de longue durée. Il est également important de préparer des plans de plaidoyer et d'intervention avec la participation, bien entendu, des femmes en situation de handicap. Il y a des accords de partenariat stratégique qui reflètent tous les aspects de la coopération. Le travail sur le terrain se fait à plusieurs niveaux pour améliorer l'accès des femmes et des filles en situation de handicap aux services. Nos partenaires travaillent lentement et collectivement avec les acteurs clés à différents niveaux. Tout d'abord, ils renforcent les plans de développement après avoir réalisé des évaluations conjointes, des audits et des plans d'intervention avec les partenaires eux-mêmes. Les capacités des fournisseurs de services de lutte contre la violence sont renforcées avec des formations et des programmes de mentorat pour les aider à comprendre et à s'adapter aux principes d'inclusion des personnes en situation de handicap. Il faut mettre en place des plans d'adaptation et des systèmes de surveillance et des mécanismes d'inclusion. Il est important de souligner les principaux résultats obtenus pendant ce projet qui va se poursuivre avec la deuxième phase. Il est important d'obtenir l'influence au niveau national pour obtenir la représentation des femmes en situation de handicap à travers différents réseaux, différents comités pour susciter le changement. En 2022, nous avons réussi avec le système d'orientation nationale à inclure les femmes en situation de handicap. Dans le cadre de cette approche, différents partenariats ont été créés avec des acteurs clés, notamment des ministères, les forces de la police, le Bureau de protection des familles et le ministère du Développement social. Nous espérons pouvoir
and develop, facilitative measures and bylaws for mettre en place legal différentes mesures de développement, practitioners, et train notamment avec des interprètes en langue des signes. ministries about Et nous voulons former différents employés aux aspects de l'inclusivité, the aux procedures, mécanismes de plainte et aux procédures. the family disability and the child Nous formons différentes personnes au sein de ces unités de protection et de développement social and the par protocols. rapport au système et au protocole d'orientation. Nous Collectively espérons travailler également collectivement avec of current procedures of the different units, le bureau public audio pour produire différents documents audio, différents manuels of their units, pour que mainly toutes leurs unités, notamment les unités famille et genre, in terms soient davantage unifiées inclusiveness of women en and matière girls. d'inclusivité In short, des femmes et des filles en situation de handicap. the modified national referral system is reflected into the different La modification du système d'orientation sectors and to make national sure that the sectors doit services avoir are un impact sur d'autres systèmes pour qu'ils soient davantage inclusifs. Merci. Merci beaucoup, Kefa. Merci de nous avoir parlé de ce réseau de partenariat qui a été vraiment essentiel pour faire avancer les choses. Et c'est vraiment un travail sur le terrain approfondi qui a été réalisé avec des formations aussi. Merci beaucoup. Piplabi, à vous maintenant. Votre projet vise à autonomiser les femmes et les filles en situation de handicap pour défendre leurs droits et il promeut également la mise en œuvre des lois relatives à la violence à l'égard des femmes et des filles en situation de handicap. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez pu mobiliser les partenaires locaux afin de faire une action de plaidoyer auprès du gouvernement pour assurer le respect des engagements internationaux en matière de genre et de handicap? Quels étaient les points d'entrée de travail avec le gouvernement en matière de reddition de comptes et pourquoi cette approche et quel impact a-t-elle eu sur la législation et les politiques pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles? We started this initiative defending the rights of women and girls with disabilities with support from UNTF in 2020. Donc, nous avons mis en place cette initiative en 2020 et elle a été mise en œuvre en partenariat avec la fondation Women with Disabilities in Development Foundation au Bangladesh. Elle se trouve en Bangladesh et les interventions au niveau local se concentrent sur 5 sous-districts dans le pays. Donc, pour vous donner un contexte, le gouvernement du Bangladesh a pris différents engagements au niveau international. Au travers, nous avons notre autre point d'entrée concerne également les lois et les politiques avec la fourniture de services de prévention de la violence à l'égard des femmes. Et il y a beaucoup de choses qui ont été faites, je ne vais pas tout vous citer, mais il y avait un écart au niveau de la mise en œuvre dans de nombreuses régions du pays. Notre initiative était de faire un travail de plaidoyer pour assurer la reddition de comptes. Pardon, on me demande si vous pourriez ralentir un petit peu le débit. Donc, pour faire ce travail de plaidoyer, nous avons employé une approche multiple avec des stratégies connexes, de sensibilisation notamment, et nous avons également échangé les bonnes pratiques au niveau national et au niveau sous-régional, car les pays de la région sont assez semblables. Donc, pour commencer, nous avons mené une étude auprès de 1500 femmes et filles en situation de handicap et nous avons constaté de nombreuses formes de violence à l'égard de ces femmes et filles en situation de handicap. Et l'étude a également montré qu'il y avait de grandes lacunes au niveau des connaissances. Elles ne savent même pas quels sont leurs droits. Il y a également des lacunes au niveau des services
comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la mise en œuvre des lois et des politiques. Et ces constatations ont pu orienter les mesures que nous avons prises et nos interventions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'une de nos plus grandes stratégies était le renforcement des capacités. Donc, nous avons préparé un manuel pour la défense des droits des femmes et filles en situation de handicap. Et ce processus a été consultatif. Nous avons fait appel à des experts, non seulement du pays, mais également de toute la région, pour préparer ce manuel. Et un processus pilote a été lancé. Nous avons formé les formateurs. Et donc, 30 femmes et filles en situation de handicap ont été formées pour devenir elles-mêmes des formatrices, notamment dans les domaines de la santé reproductive, la santé sexuelle et des droits. Un groupe de femmes et de filles en situation de handicap ont également été désignés pour faire un travail de suivi. En même temps, nous avons travaillé avec les journalistes. Donc, en parallèle, nous avons travaillé avec les journalistes dans le cadre d'une initiative de sensibilisation à l'égard de notre travail de plaidoyer, ce qui a abouti à des conversations non seulement dans la presse écrite, mais également en ligne et à la radio, à la télévision, car le public est beaucoup plus large sur ces médias. Cette initiative nous a permis également de former un comité de femmes et de filles en situation de handicap pour mettre en place un système de suivi pour la défense des droits de ces femmes et filles en situation de handicap. Dans le cadre de ce travail de plaidoyer, nous avons créé des espaces au niveau régional et international. Et la plupart de ces espaces sont des espaces intergouvernementaux. Au niveau régional, nous avons créé un dialogue de plaidoyer régional qui a préparé des rapports sur les droits des personnes en situation de handicap dans le cadre du problème de la violence à l'égard des femmes et des filles. Nous avons proposé des recommandations et je vais en citer un exemple de recommandation qui correspond au webinaire cette année. C'est que l'État doit augmenter les compétences numériques des femmes et filles en situation de handicap et développer des applications de smartphone qui soient conviviales et ne coûtent pas cher. Au niveau international, on vous demande de conclure, s'il vous plaît. Il y a également une revue internationale dans un forum de politique de premier plan et dans le cadre du forum Génération Égalité. Et donc, un engagement a été pris pour concevoir des processus adéquats. Donc, c'est là l'impact du travail. Donc, je ne peux pas dire que vraiment les lois et les politiques ont changé pour l'instant, car ça ne fait que 3 ans. Mais nous avons commencé à partir de zéro. Et maintenant, nous avons le soutien des journalistes, mais également d'autres partenaires, des départements de police, par exemple. Il y a des avocats également qui travaillent avec nous. Donc, c'est un travail qui est toujours en cours. Merci beaucoup de nous avoir parlé de votre parcours et comment vous avez utilisé les systèmes nationaux et internationaux pour susciter le changement. Je vais maintenant laisser la parole à Hannibal.
Hannibal, votre projet au Paraguay se concentre sur les femmes et les filles en situation de handicap dans les communautés rurales et autochtones. Et il vise à lutter contre la violence à l'égard des filles dans la communauté, la violence à l'école et dans les espaces publics, ainsi que la traite d'êtres humains. Lisa nous a dit que l'une des principales constatations, c'est l'importance de l'adaptation et de l'apprentissage flexible pour que les projets puissent lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles en situation de handicap. Votre projet a été mis en œuvre pendant la pandémie de COVID-19 et cela a vraiment eu un impact sur sa mise en œuvre et sur les résultats que vous escomptiez obtenir. Est-ce que vous pourriez nous expliquer l'impact de la pandémie sur les femmes et les filles en situation de handicap dans votre contexte et comment vous avez adapté votre projet à cette réalité? Oui, merci. Rapidement, je vais vous présenter le contexte. Au Paraguay, il y a 80 signalements de violences, d'abus sexuels de la part de filles, de garçons, d'adolescentes par jour. Et ça, ce ne sont que les cas qui sont signalés au système de la justice. Nous avons eu 250 assassinats de femmes chaque année au cours des années passées, et certains d'entre eux sont des enfants, des adolescents. Mais nous voyons que cela n'est pas une priorité pour le gouvernement. Nous avons des cadres juridiques qui sont excellents, mais il n'y a pas de budget de financement pour les services essentiels sur le terrain. Et donc, ces lois sont lettres mortes. La société civile, la coordinatrice des droits de l'enfance, de l'adolescence, c'est un réseau qui existe depuis 30 ans. Cela fait 30 ans que nous travaillons au Paraguay. Avec 29 organisations membres, nous travaillons pour qu'il y ait une éducation sur la sexualité. Nous faisons la promotion de l'éducation sur l'égalité des sexes, mais nous continuons à œuvrer seuls parce que le gouvernement ne se transforme pas pour que ces actions soient efficaces et qu'elles se traduisent en protection efficace. Et donc, nous sommes toujours en retard et nous n'arrivons pas à prévenir la violence. Et donc, les droits des filles et des adolescentes en situation de handicap, un travail de sensibilisation a été fait auprès des autorités locales. Et cela est très important de travailler avec les administrations au niveau local, avec le système éducatif, avec les organisations de la société civile, des groupes de filles, pour qu'ils soient reconnus comme des sujets, des citoyennes, pour qu'elles puissent exercer leurs droits et exiger du gouvernement qu'il assure de meilleures conditions de vie pour tous sans discrimination. Lorsque la pandémie a commencé, nous nous sommes demandé mais qu'est-ce que nous allons faire? Mais grâce à cette virtualité obligée, nous sommes parvenus à toucher tous les territoires du pays, les 17 départements du Paraguay, avec des actions de formation, d'information aux municipalités pour accompagner la réouverture des services aux femmes et aux filles qui avaient été fermés au niveau local pendant la pandémie. Nous avons également travaillé pour promouvoir la participation des garçons et des filles adolescentes pour qu'ils soient inclus, pour qu'ils fassent partie, ces femmes et ces filles en situation de handicap. Nous avons fait cela grâce à nos organisations membres pour adapter la méthodologie de travail à cette initiative. Nous avons préparé un rapport sur la situation des personnes qui s'occupent des adolescents en situation de handicap et ce rapport a révélé que toutes les personnes qui prennent soin de ces personnes sont des femmes, des mères, la plupart d'entre elles ne travaillant pas et qui ne recevaient aucun soutien de la part du gouvernement avant, pendant et après la pandémie. Et cela nous montre que le Paraguay doit construire une politique publique pour ces personnes qui fournissent des soins. La pandémie a touché très gravement les femmes et les filles en situation de handicap. Dans de nombreux endroits, à l'école, c'est un facteur très important.
prendre soin, protéger ces personnes. Et les écoles étaient fermées pendant la pandémie. Et donc, les niveaux de violence ont augmenté à l'intérieur des foyers et des communautés. Et donc, nous devons travailler beaucoup plus pour donner des preuves que les filles et les adolescentes en situation de handicap existent. C'est une campagne que nous appelons « Je suis là » pour visibiliser ces filles en situation de handicap et pour que l'État et les services doivent s'occuper d'eux, s'occuper d'elles, s'occuper de ce groupe de personnes. Notre État sait que être une fillette qui vit dans la pauvreté, dans une zone rurale, dans une communauté autochtone, en situation de handicap, c'est une situation qui augmente la vulnérabilité aux diverses formes de la violence. Et malgré cela, l'État du Paraguay ne prend pas au sérieux sa responsabilité de prévenir et lutter contre la violence sexiste. Et donc, nous travaillons pour travailler avec l'État pour que les cadres législatifs se concrétisent en action sur le terrain, pour que les femmes et les filles en situation de handicap puissent vivre sans crainte de la violence et sans crainte de la pauvreté au Paraguay. Merci. Merci beaucoup, Hannibal. C'est vraiment très impressionnant ce qu'a fait votre organisation pour répondre aux besoins des communautés avec lesquelles vous travaillez. Des activités vraiment essentielles. Et vous avez pu tirer parti vraiment de cet espace virtuel pendant la pandémie pour votre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous qui avez parlé de votre expérience aujourd'hui. Nous allons maintenant passer à la partie questions-réponses de cet événement. Pour commencer, nous avons Diana Dalton qui est avec nous, qui travaille au Royaume-Uni pour le département des inégalités. Diana, si vous êtes là, allez-y. Can you hear me okay? Vous m'entendez? On vous entend. D'accord, allez-y. D'accord, je vais activer ma caméra, désolé. Voilà. Donc, je suis au bureau aujourd'hui, donc désolé s'il y a un petit peu de bruit de fond. Je vous remercie de m'avoir invité à cet événement qui était vraiment très informatif. J'ai été invité à intervenir. Donc, je vous remercie pour cela et je vais essayer de ne pas parler trop parce que je suis certain qu'il y aura beaucoup de questions. Au Royaume-Uni, cela fait longtemps que nous sommes un champion, que nous défendons ce fonds d'allocation spéciale de l'ONU pour éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles. Donc, je suis très heureuse d'avoir entendu tous ces témoignages aujourd'hui, tout ce qui a été réalisé sur le terrain. La semaine dernière, nous avons publié notre dernière stratégie pour les femmes et les filles. Et elle est axée sur 3 priorités thématiques, c'est-à-dire éduquer les filles, autonomiser les femmes et les filles et défendre leur santé et leurs droits afin de mettre fin à toutes les formes de la violence à l'égard des femmes et des filles, y compris celles qui sont en situation de handicap. Et la stratégie, de manière très pertinente, vise à augmenter le soutien aux mouvements et aux organisations de défense des droits des femmes. Mais nous avons pris l'engagement de travailler avec toutes ces organisations dans le cadre des programmes mis en œuvre en faveur des personnes en situation de handicap. Donc, j'étais très heureuse de vous avoir écouté aujourd'hui. L'ampleur du problème aujourd'hui est très importante et dans la phase 1 de notre programme au Royaume-Uni pour prévenir les risques de violence à l'égard des femmes, les femmes en situation de handicap sont de 2 à 4 fois plus susceptibles de subir la violence de la part de leurs partenaires. Donc, cela m'a vraiment encouragé d'avoir entendu tous les impacts qui ont été réalisés grâce à ces projets. En ce qui concerne les points que j'ai retenus aujourd'hui, j'ai été heureuse de voir que les études menées prouvent qu'il est très important de faire participer les femmes et les garçons qui sont en situation de handicap et de communiquer avec eux.
dans le cadre des solutions mises en œuvre. Ce lien entre le plaidoyer au niveau local et les lois et les pratiques de lutte contre l'administration est très important. Et donc, je voudrais savoir davantage quels sont les moyens que nous pouvons employer pour influencer les lois et les pratiques de lutte contre l'administration. Parce qu'on lutte contre des normes sociales, notamment des normes qui privent les femmes et les filles des droits qui leur appartiennent. J'ai également retenu que certaines leçons ont été apprises par rapport aux acteurs gouvernementaux et d'autres organisations. Il faut travailler en partenariat avec eux, avec des formations, afin de les aider à travailler dans le bon sens. Donc, il est très utile que ces femmes soient formées pour être des formatrices elles-mêmes. Et également, un autre point qui a été mentionné, c'est la gestion de la protection des personnes qui sont victimes de la violence et qui sont vulnérables de plus en plus. Et donc, je constate l'importance d'apprendre davantage d'éléments à ce sujet et d'échanger des informations avec d'autres acteurs qui ont un rôle à jouer aussi. Et pour terminer, je voudrais évoquer l'importance de l'adaptation. On peut y parvenir, on le voit nous-mêmes, avec des programmes d'inclusion dans 5 pays et qui se sont vraiment très bien adaptés pendant la pandémie pour fournir différents services, assurer l'accès à l'information, aux vaccins, et également augmenter la sensibilisation à l'égard du risque accru des personnes en situation de handicap au virus. La deuxième phase de notre travail, j'espère que vous savez quel est ce programme. Nous allons lancer des projets pilotes pour évaluer des approches innovantes de lutter contre le risque de la violence rencontrée par les femmes et les filles en situation de handicap. Et donc, nous voulons collecter davantage de preuves dans ce domaine pour que nous soyons vraiment bien informés. Et je vais terminer avec cela, mais merci beaucoup de m'avoir permis de parler aujourd'hui et d'avoir organisé cette séance. Merci. Merci, Diana, pour votre présence aujourd'hui. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour exprimer notre reconnaissance à l'égard du gouvernement du Royaume-Uni et des États membres qui ont avec leurs efforts de plaidoyer pour les femmes et les filles en situation de handicap. Merci beaucoup. Je crois que nous avons une autre question en ligne. Cordance, vous m'entendez? Je ne sais pas s'il y a un problème de connectivité pour Gordon. Oui, je vous entends. Ah, très bien, Gordon, comment allez-vous? Nous n'avons vraiment plus de temps. Je suis vraiment désolé. Nous aimerions beaucoup savoir quelle est votre question, mais si vous pouviez être très brève. Merci. Mon organisation est très reconnaissante pour le soutien que nous avons reçu du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. Il nous a été vraiment très utile car nous sommes une petite organisation de femmes en situation de handicap parce que ce financement nous a permis d'étendre notre travail. Et aujourd'hui, notre groupe a pu augmenter grâce à ce financement. Nous avons pu étendre nos partenariats avec d'autres parties prenantes. Et dans le cadre du travail de plaidoyer pour les personnes en situation de handicap également,
Nous avons pu servir différentes femmes et filles en situation de handicap pour les aider à accéder aux services. Cela nous a permis également de renforcer notre crédibilité en tant que petite organisation. Nous sommes petits et donc nous n'avons pas accès à de nombreux mécanismes de financement. Cela nous a permis également de surmonter des difficultés institutionnelles parce que de nombreuses petites organisations de femmes ont pu profiter des subventions du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. Et cela nous a donné de nouvelles opportunités pour les femmes et les filles qui font partie de nos programmes en matière de leadership et d'opportunités économiques. Representative on the structure of person with disabilities as a council, and this was a result of the program that we were able to implement with the Et cela nous a permis de mettre en œuvre des programmes. We are grateful to the Donc, flexibility nous vous sommes très reconnaissants pour la flexibilité, l'adaptation avec le financement qui nous a permis de lutter contre les effets de la COVID flexible to adjust, but also adding de more manière funding flexible. that we're able to Et cela, establish nous avons pu également recevoir davantage de financement and introducing technologies, smartphone for volunteers to pour continue funding utiliser des technologies comme les smartphones So pour we are really répondre aux problèmes sur le terrain pendant le confinement. thank you. Donc, nous sommes très reconnaissants pour le financement. Merci beaucoup, Gaudence, de nous avoir rejoinus aujourd'hui et partager vos expériences et de nous expliquer comment vous avez utilisé vos financements. Merci beaucoup pour vos questions qui arrivent en ligne. Et je suis vraiment désolé que nous n'ayons pas plus le temps pour la discussion, mais nous avons hâte de continuer ces discussions sur la plateforme Shine, où nous avons lancé un dialogue en ligne entre pratiquants sur l'inclusion du handicap et l'intersectionnalité dans les programmes de lutte contre la violence à l'égard des femmes. N'hésitez pas à vous engager avec nous sur Shine. Vous trouverez un lien dans le chat où vous pourrez vous inscrire. C'est tout pour moi, si ce n'est pour remercier encore une fois tous nos merveilleux intervenants pour leur travail. Et je donne maintenant la parole à Abby qui va clôturer l'événement. Hello? Okay. Thank you, Anna. And Merci, Anna. Je pense qu'il nous faut prolonger ces 30 minutes parce qu'il y avait tellement d'informations enrichissantes que nous avons entendues et il nous faut tellement plus de dialogue avec tout le monde. Mais je veux remercier tous nos partenaires qui sont présents ici aujourd'hui et en ligne pour les interventions très intéressantes et pour le travail que vous et vos organisations réalisez chaque jour pour soutenir l'élimination de la violence contre les femmes et les filles. Dr Lisa, merci à vous aussi, ainsi qu'à toutes nos organisations partenaires qui ont participé à la recherche. Merci pour la synthèse très concise que vous nous avez apportée. Je veux juste répéter l'engagement absolu du Fonds de travailler avec ses partenaires dans la société civile et vraiment d'avoir des partenariats respectueux et de confiance. C'est très important pour nous. Je voulais aussi dire que pour 27 ans, notre mission au Fonds spécial est l'élimination des violences contre les femmes et les filles avec tous les partenaires. Et cela n'a pas changé. Cela ne changera pas avant que nous vivions dans un monde où les femmes vivent de manière autonomisée, sûre et libre. Je vais être bref, donc je vais peut-être partager juste un enseignement. C'est peut-être sur l'interconnexion entre tout ce que vous avez partagé, les questions de confiance, le travail au niveau individuel et sur le travail social, parce que je suis moi-même d'origine, je travaille dans le social. Et c'est cette autonomisation et cette confiance et cette force qui vient de la redevabilité. Parce qu'on dit au gouvernement que vous avez beau avoir des lois et les politiques, mais où est la mise en œuvre? Où sont les ressources pour soutenir les lois et les politiques qui protègent les femmes et les filles? Et donc, je voulais juste
souligner que ce travail est très interconnecté, très interlié au niveau les plus fondamentaux. Et c'est vraiment, il s'agit de la reconnaissance en fait de notre humanité commune et de la brillance des femmes et des filles, et dans ce cas-ci, des femmes et des filles qui vivent avec un handicap, ainsi que leurs soignants dans la famille, dans le système social en général, et de faire entendre leur voix et de créer ces avenues de plaidoyer pour nous tenir tous responsables et redevables de nos engagements à ne laisser personne de côté. Et donc, je tenais juste à remercier tout le monde. C'est vraiment d'inspiration et je suis très reconnaissant à vous toutes dans la salle et en ligne d'être ici présents. Merci beaucoup.